We have some breaking news. Pakistan says it has launched a military operation against India. Des décennies de rivalité, de différends territoriaux et de jeux de pouvoir politique ont débouché sur une escalade dangereuse entre l'Inde et le Pakistan. Avec des bombes qui tombent, des drones dans le ciel et des menaces de guerre imminentes, cela pourrait-il marquer le début d'une crise mondiale? Un choc meurtrier et une colère grandissante. À la fin du mois d'avril, peu de gens s'attendaient à une crise aussi explosive que celle qui a dominé les gros titres entre l'Inde et le Pakistan. Alors que le calendrier dépassait le 20 du mois, l'attention mondiale était tournée vers divers sujets. Certains parlaient des changements dans les chaînes d'approvisionnement, les grandes entreprises technologiques transférant leur production de la Chine vers l'Inde. D'autres débattaient des effets en cascade des politiques énergétiques et des tensions persistantes dans des coins éloignés du globe. Mais le 22 avril 2025, toute la région de l'Asie du Sud s'est soudain retrouvée au bord de l'enfer. Tôt ce matin-là, 5 militants lourdement armés, soupçonnés d'appartenir à un groupe terroriste basé au Pakistan, ont infiltré le Cachemire sous administration indienne. Leur mission était brutale et sans équivoque. Terroriser les civils locaux, cibler des hommes de certaines confessions et laisser derrière eux un avertissement sanglant. Au lever du soleil, il était clair que 26 hommes avaient été massacrés de sang-froid. Des témoignages de membres de familles terrifiés ont révélé que les assaillants exigeaient de savoir si les victimes étaient hindous ou musulmanes. Si quelqu'un disait être hindou, il était immédiatement abattu. Si quelqu'un affirmait être musulman sans pouvoir réciter les prières ou références islamiques correctes, il était aussi exécuté sur place. Aucune pitié n'a été montrée, sauf envers les femmes délibérément épargnées pour qu'elles puissent alerter les autorités et décrire le carnage. Dans les jours qui ont suivi, les cortèges funèbres locaux ont révélé l'ampleur de l'horreur, accompagnés de cris d'indignation exigeant que le gouvernement à New Delhi fasse plus que condamner la violence par des mots. La colère de l'opinion publique indienne a atteint son paroxysme. La présence du groupe Lashkar-e-Taiba ou de ses affiliés était largement suspectée. Ce groupe avait déjà été accusé de nombreuses attaques sur le sol indien. Malgré les démentis d'Islamabad, le Premier ministre indien Narendra Modi n'a pas tardé à qualifier le massacre d'acte de terrorisme d'État. Ses messages sur les réseaux sociaux, vus par des millions de personnes, ont affirmé que la détermination de l'Inde à lutter contre le terrorisme s'était renforcée et que les responsables de l'atrocité ne seraient pas épargnés. La plupart des observateurs étaient convaincus que Modi, connu pour sa position nationaliste ferme, ordonnerait une réponse plus sévère que lors des incidents précédents. Avant la fin avril, ce soupçon est devenu réalité. Des témoins des deux côtés de la frontière indo-pakistanaise ont confirmé que des avions indiens avaient pénétré l'espace aérien pakistanais, visant apparemment des camps et ce que le gouvernement indien appelait des infrastructures d'entraînement terroriste. Soudain, la possibilité redoutée, un conflit direct entre deux puissances nucléaires, est devenue alarmante. À chaque incursion, le risque d'escalade augmentait. Les déclarations ont commencé à circuler, attirant l'attention de la presse mondiale. New Delhi présentait les frappes comme une action juste contre des cellules terroristes, tandis qu'Islamabad les dénonçait comme des actes d'agression non provoqués. Cette agression a déclenché une réaction en chaîne au Pakistan. Faisal Kundi, un haut responsable pakistanais, a accordé une interview enflammée à Al Jazeera, déclarant que les bombes nucléaires du Pakistan ne sont pas destinées à être exposées dans des musées, insinuant que si l'Inde allait trop loin, Islamabad n'hésiterait pas à les utiliser. Cette menace ne pouvait pas être prise à la légère. Les analystes de la sécurité mondiale classent depuis longtemps l'Inde et le Pakistan parmi les puissances nucléaires majeures, chacune possédant bien plus d'une centaine d'ogives. Les chiffres varient légèrement, plaçant l'Inde à environ 172 armes nucléaires et le Pakistan à quelques 170. Peu importe qui en a le plus, la capacité de destruction des deux camps est immense. Ceux qui se souvenaient des précédentes crises entre ces deux pays, comme le conflit de Kargil en 1999, l'attaque du Parlement en 1901
ou le bombardement de Balakot en 1919, on trouvait la confrontation actuelle étrangement familière, mais aussi plus explosive. Le ton semblait plus provoquant que d'habitude. L'Inde a confirmé avoir frappé des cibles en territoire pakistanais, y compris des zones considérées comme stratégiques pour la défense du Pakistan. De son côté, le Pakistan a multiplié les allusions à l'arme nucléaire, insistant sur le fait que toute tentative indienne de déstabilisation militaire ou économique franchirait une ligne rouge. Les deux gouvernements ont affirmé être prêts à une confrontation plus profonde tout en rejetant la faute sur l'autre. Dans ce tumulte, les citoyens ordinaires ont eu du mal à comprendre comment les tensions avaient pu monter si vite. Certains analystes ont suggéré que l'attaque du 22 avril n'était peut-être pas un incident spontané, mais qu'elle pourrait faire partie d'un plan plus vaste visant à déstabiliser l'Inde, au moment même où celle-ci s'apprêtait à accueillir de nouveaux investissements massifs d'entreprises comme Apple, Dell et HP, auparavant basées en Chine. Certains experts ont avancé l'hypothèse que Pékin, en concurrence directe avec l'Inde pour le leadership manufacturier mondial, pourrait discrètement inciter le Pakistan à envenimer la situation. Rien cependant n'a été prouvé et la Chine a nié catégoriquement tout parti pris. Mais le soupçon persiste dans l'opinion publique, nourri par la solidité des relations sino-pakistanaises, des investissements en infrastructures jusqu'à la technologie militaire partagée. Quelques jours après les frappes aériennes indiennes, les discussions autour d'un conflit élargi dominaient les médias locaux et internationaux. Les incidents de tirs transfrontaliers au Cachemire se sont multipliés, forçant l'évacuation de nombreux villages frontaliers. Les autorités pakistanaises ont renforcé les patrouilles dans des villes comme Lahore, Islamabad et Karachi, évoquant la possibilité d'incursions de drones indiens. L'Inde a affirmé sa détermination à éliminer les enclaves terroristes, peu importe leur emplacement. Pour le citoyen moyen, la peur immédiate résidait dans le fait que deux puissances nucléaires s'engageaient désormais dans des frappes aériennes quasi quotidiennes, des ripostes anti-aériennes et même des affrontements supposés entre avions de chasse. Les stratèges s'inquiétaient que si un camp se sentait acculé, ou si un pilote interprétait mal un radar, ou si un commandant local paniquait, le risque bien réel d'une escalade nucléaire accidentelle planerait en arrière-plan. Les gros titres montaient en intensité chaque jour. Un jour, des rapports faisaient état de bombardements indiens visant avec précision des repères terroristes identifiés. Le lendemain, le Pakistan affirmait avoir abattu plusieurs avions indiens grâce à ses chasseurs J-10 de fabrication chinoise. Des images de métal tordu, de cratères fumants et de familles en larmes faisaient le tour du monde, bien que l'ampleur réelle des dégâts soit difficile à vérifier. Chaque camp vantait sa propre version des faits, laissant la vérité dériver dans un flot de désinformation. Toute la région ressentait une crainte croissante, celle que la confrontation ne dépasse le Cachemire pour déboucher sur une guerre plus profonde et dévastatrice. Malgré les appels répétés au calme de l'ONU et le plaidoyer surprenant de l'Iran exhortant les deux pays à faire preuve de retenue, les dirigeants de New Delhi et d'Islamabad restaient enfermés dans une impasse militaire et rhétorique, sans issue évidente. Profondes fractures historiques. Alors que le rythme effréné des opérations militaires dominait l'actualité, il était impossible de saisir toute la gravité du moment sans remonter dans l'histoire. L'Inde et le Pakistan partagent un héritage douloureux remontant à 1947, date de la fin du règne britannique et de la partition du sous-continent. Cette division donna naissance à deux nations indépendantes, l'Inde, à majorité hindoue, et le Pakistan, à majorité musulmane. Le plan Mountbatten, censé séparer les communautés religieuses, se révéla catastrophiquement chaotique et sanglant. Des millions de personnes traversèrent précipitamment les nouvelles frontières pour rejoindre le bon camp, et les émeutes causèrent jusqu'à 2 millions de morts. Des trains pleins de réfugiés arrivaient à destination avec la majorité de leurs passagers morts, alimentant une haine qui ne cessa de couver au fil des décennies. Au cœur de ces blessures anciennes se trouve le Cachemire,
région montagneuse à la beauté poétique et à l'importance stratégique. Elle était dirigée à l'époque par un Maharaja hindou gouvernant une population majoritairement musulmane. Lors de la partition, il espérait maintenir l'indépendance de son État princier. Mais lorsque des milices tribales venues du Pakistan envahirent le Cachemire en 1947, le Maharaja se tourna vers l'Inde, signant un traité d'adhésion qui traça de facto la nouvelle ligne de démarcation. Un cessez-le-feu négocié par l'ONU en 1949 gela les lignes de front, créant la fragile ligne de contrôle qui divise toujours la région entre administrations indiennes et pakistanaises, bien que chacune la revendique en totalité. Les guerres suivantes en 1965, 1960 et 11 et 1999 ont confirmé que le Cachemire resterait une plaie ouverte. Telle une mèche lente, ce statut non résolu menaçait toujours d'embraser la région à tout moment. Au fil des décennies, chaque camp a appris à exploiter les complexités du Cachemire. Le Pakistan affirmait n'apporter qu'un soutien moral et diplomatique aux musulmans du Cachemire indien, tandis que l'Inde accusait Islamabad de former, financer et infiltrer des insurgés au-delà de la frontière, provoquant d'innombrables attentats. Les attaques de Mumbai en 2008, qui firent de plus de 170 morts et transformèrent des lieux emblématiques comme le Taj Mahal Palace en zone de guerre, furent attribuées à Lashkar-e-Taiba. À l'échelle internationale, le Pakistan fut contraint de se justifier face à l'accusation d'abriter ou de tolérer ces groupes extrémistes. En parallèle, Islamabad pointait du doigt la répression indienne, accusée d'écraser les libertés au Cachemire et d'inspirer ainsi davantage de militantisme. Pendant ce temps, les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine ou la Russie courtisaient l'un ou l'autre pays pour des raisons économiques, politiques ou stratégiques. En 1998, l'Inde et le Pakistan ont mené des essais nucléaires officiels, ne laissant plus aucun doute. Ce qui fut jadis le joyau de la couronne coloniale britannique était désormais un terrain de jeu potentiel pour une guerre nucléaire. Les tentatives de désescalade n'ont que rarement abouti. Régulièrement, un attentat spectaculaire ou une infiltration venue du Pakistan rappelait au monde la fragilité de la région. Le spectre d'une guerre nucléaire planait au-dessus de chaque escarmouche, bien que, jusqu'à présent, aucune n'ait déclenché l'apocalypse. Pendant des années, les puissances occidentales intervenaient pour calmer les crises. L'administration Bush en 2001, la Maison-Blanche de Bill Clinton en 1999, entre autres. Ces moments de souffle suspendu finissaient par s'apaiser, jusqu'à la prochaine flambée. Avec le temps, certains observateurs sont devenus cyniques, qualifiant ces crises répétées de théâtre kabuki, où chaque camp jouait son rôle pour l'opinion intérieure avant de reculer au dernier moment. Les critiques soulignaient que chacun avait intérêt à ne jamais résoudre la question du Cachemire, tant elle nourrissait des récits nationalistes ou extrémistes utiles politiquement. New Delhi affirmait que le Cachemire était une affaire interne, rejetant toute médiation extérieure et déclarant que la région faisait partie intégrante de la souveraineté indienne. Islamabad, de son côté, martelait que l'Inde occupait un territoire à majorité musulmane. Pendant ce temps, les civils cachemiris restaient pris en étau, privés de liberté, victimes de violences croisées et d'un sentiment d'assiègement permanent. Ce qui rend la crise actuelle différente, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Les conséquences immédiates d'un massacre d'une brutalité rare qui a choqué toute l'Inde, l'arrivée massive d'investissements internationaux transférés de la Chine vers l'Inde, les allusions plus directes à l'arme nucléaire et les liens complexes entre Islamabad et Pékin. Le sentiment que la confrontation de 2025 puisse totalement dégénérer est particulièrement fort, en partie parce que l'Inde a visé non seulement des bases terroristes dans les montagnes reculées, mais aussi des installations militaires pakistanaises en territoire profond, une ligne que l'on évitait soigneusement jusque-là. De plus, les dirigeants pakistanais font des références plus explicites à l'usage d'armes nucléaires. La question devient alors, jusqu'où chaque camp est-il prêt à aller pour ne pas perdre la face? Réaction immédiate et escalade. Au début du mois de mai, le conflit franchit un nouveau cap vers le chaos,
Des avions indiens, incluant d'anciens MiG russes et quelques appareils plus modernes, ont traversé la frontière avec une audace qui a stupéfié les observateurs. Alors qu'ils affirmaient autrefois ne mener que des frappes chirurgicales contre des camps terroristes en zone montagneuse, ils visaient désormais au-delà de ces enclaves. Le gouvernement pakistanais, choqué par l'ampleur de l'opération, annonça que tous ces avions de chasse et systèmes de défense aérienne étaient en état d'alerte maximale. Rapidement, les médias pakistanais ont flambé avec des titres affirmant que les raids indiens avaient causé de lourds dégâts, tout en affirmant que l'armée de l'air pakistanaise avait riposté promptement, prétendant avoir abattu plusieurs avions ennemis. L'Inde nia en grande partie la perte d'aéronefs, alimentant la confusion sur ce qui s'était réellement passé dans le ciel. En quelques jours, Islamabad déclara l'état d'urgence national, convoquant des sessions parlementaires extraordinaires et limitant la circulation sur les principales autoroutes. Le ministre des Affaires étrangères du Pakistan tint des conférences de presse décrivant les attaques indiennes comme des actes d'agression flagrants appelant une réponse appropriée. Les responsables pakistanais dénoncèrent également les mesures draconiennes prises par New Delhi pour éradiquer le terrorisme, détention de milliers de personnes au Cachemire indien, démolition des maisons de suspects supposés et rhétorique enflammée relayée par les médias indiens. Mais ce fut peut-être la suspension du traité des eaux de l'Indus, annoncé par l'Inde, qui provoqua le plus grand choc au Pakistan. Signé en 1960 sous l'égide de la Banque mondiale, le traité des eaux de l'Indus répartissait le débit du système fluvial de l'Indus entre les deux nations. Malgré des décennies d'hostilité, les deux parties avaient toujours respecté l'accord, preuve de l'importance vitale de l'eau dans cette région aride. Pourtant, lorsque New Delhi menaça de bloquer ou de détourner certaines rivières, Islamabad déclara qu'un tel acte franchirait l'une de ses lignes rouges nucléaires. Les dirigeants pakistanais affirmèrent que si l'approvisionnement en eau de l'Indus était étranglé, des millions de Pakistanais seraient confrontés à une grave pénurie hydrique, menaçant l'agriculture et provoquant une catastrophe humanitaire. Les analystes rappelèrent que des gouvernements indiens précédents avaient déjà envisagé de réduire le débit de l'eau, mais y avaient renoncé de peur de déclencher une escalade majeure. En 2025, le Premier ministre Modi brandit cette menace, choquant ceux qui la considéraient comme un tabou absolu. L'effet fut immédiat. Les généraux pakistanais, déjà confrontés à des difficultés économiques et à une instabilité politique intérieure, comprirent que cet ultimatum sur l'eau risquait de les acculer. L'opinion publique au Pakistan devint soudainement belliqueuse, les émissions quotidiennes dénonçant le gouvernement indien comme une menace existentielle. Certaines d'entre elles évoquèrent ouvertement l'usage de missiles nucléaires à courte portée si l'Inde mettait sa menace à exécution. Les déclarations précédentes de Faisal Kundi, selon lesquelles les bombes nucléaires ne sont pas faites pour les musées, semblaient désormais annoncer un récit plus large, dans lequel l'existence même du Pakistan était perçue comme assiégée par l'Inde. Simultanément, l'Inde redoubla de fermeté en fermant ses frontières aux ressortissants pakistanais, en expulsant environ la moitié du personnel diplomatique du Pakistan et en interdisant les échanges commerciaux, les compétitions sportives et les programmes culturels, des matchs de cricket jusqu'aux modestes collaborations humanitaires. Les aéroports bannirent les vols entre les deux pays, forçant les voyageurs à faire de longs détours. Le ministère indien des Affaires étrangères recommanda à ses citoyens de ne se rendre au Pakistan que si cela était absolument nécessaire, et Islamabad fit de même. Pour les observateurs extérieurs ou les capitales lointaines, ces mesures rappelaient les confrontations passées. Mais cette fois, l'ampleur semblait plus étendue, comme si chaque canal possible de coopération économique, culturelle ou diplomatique avait été coupé. Un autre élément frappant était l'usage des drones. L'Inde admit avoir utilisé des drones spécialisés appelés munitions rôdeuses. Ces engins peuvent survoler une zone pendant des heures, recueillir des renseignements, puis s'abattre sur leur cible. Le Pakistan affirma que ces drones avaient frappé même dans de grandes villes comme Lahore et Karachi, faisant des victimes civiles. Le labyrinthe géostratégique élargi.
Les grandes puissances, souvent promptes à réagir face à des zones de tension, répondirent d'abord avec une prudence relative. Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, envoyèrent des signaux ambigus. Dans ses premiers commentaires, Trump adopta un ton presque désinvolte, disant espérer que l'Inde et le Pakistan résoudraient leurs différends à l'amiable. Une attitude jugée inhabituelle par les analystes, étant donné que les administrations américaines précédentes avaient souvent joué un rôle actif dans l'atténuation des crises indo-pakistanaises. Plus tard, Trump proposa une médiation, mais d'une manière qui trahissait une compréhension superficielle du conflit historique. Il affirma de façon désinvolte que l'Inde et le Pakistan se battaient depuis des siècles, alors même que ces deux États modernes n'existent que depuis 1947. Pour compliquer encore les choses, les États-Unis n'avaient alors pas d'ambassadeur pleinement accrédité à New Delhi ni à Islamabad. Ce manque de relais diplomatique affaiblit considérablement leur influence, semant le doute sur la capacité de Washington à désamorcer efficacement la crise. La position de la Chine fut tout aussi prudente, mais plus intrigante. Pékin a longtemps entretenu des liens étroits avec le Pakistan, notamment via d'importants projets d'infrastructures économiques. En revanche, ses relations avec l'Inde restent empreintes de méfiance, notamment à cause de tensions frontalières dans l'Himalaya et de la rivalité dans la production mondiale. Certains analystes indiens soupçonnèrent la Chine d'attiser discrètement le conflit pour distraire l'Inde et ralentir son essor économique. Les récentes annonces de géants comme Apple, HP et Dell, délocalisant massivement leur production de la Chine vers l'Inde, auraient pu inquiéter Pékin. Un conflit prolongé avec le Pakistan risquerait d'effrayer ses investisseurs. Pourtant, la Chine appela publiquement au calme et nia toute implication dans l'escalade. Des rumeurs persistèrent toutefois selon lesquelles Pékin aurait vendu au Pakistan des technologies de drones avancées ou des variantes supplémentaires du chasseur J-10 en prévision d'un affrontement. La Russie se retrouva, elle aussi, dans une position délicate. Historiquement, elle est l'un des principaux fournisseurs d'armement de l'Inde. Près de 60% de l'équipement militaire indien provient d'accords avec Moscou. Mais ces dernières années, la Russie s'est rapprochée de la Chine, renforçant des alliances anti-occidentales. Avec une Chine alignée sur le Pakistan, Moscou risquait un dilemme. Il lui était difficile d'abandonner New Delhi, mais elle ne voulait pas non plus heurter Pékin ni déstabiliser la région, ce qui nuirait à ses ventes d'armes et à sa coopération dans des cadres comme les BRICS. Ainsi, les déclarations officielles du Kremlin furent mesurées, appelant à une résolution pacifique tout en évitant soigneusement de condamner l'un ou l'autre. Cette prudence laissa les analystes diplomatiques incertains sur le rôle futur que la Russie pourrait jouer comme médiateur. Fait notable, l'Iran figura parmi les pays appelant à la retenue des deux voisins, un geste jugé ironique par certains étant donné les tensions de Téhéran avec l'Occident. Néanmoins, le ministre iranien des Affaires étrangères tint une conférence de presse qualifiant de « terrifiant » le face-à-face nucléaire entre l'Inde et le Pakistan. Il plaida pour une désescalade immédiate des tirs à la frontière ou, à défaut, un cessez-le-feu rapide au Cachemire. Ces paroles reflétaient l'inquiétude grandissante des pays de la région face à la possibilité d'une guerre nucléaire dans leur voisinage. Au milieu de ces secousses, les routes commerciales de la région furent sévèrement affectées. La fermeture de l'espace aérien força les compagnies aériennes à emprunter des détours coûteux, faisant grimper le prix des vols internationaux. Une simple consultation des cartes aériennes mondiales montrait de vastes zones interdites, qui frappaient de plein fouet l'industrie du tourisme et compliquaient le transport de marchandises. Les routes maritimes le long de la mer d'Arabie furent également perturbées, chaque pays interdisant aux navires de l'autre d'accoster dans ses ports. Pendant ce temps, de longues files se formaient aux postes frontières terrestres, alors que les nouvelles interdictions obligeaient des milliers de personnes à rentrer chez elles. Des ressortissants pakistanais en Inde s'empressaient de plier bagages et de quitter le pays, tandis que les Indiens au Pakistan faisaient face à une expulsion tout aussi soudaine. Parmi eux, étudiants, universitaires, familles issues de mariages transfrontaliers ou patients venus chercher un traitement médical spécialisé, des histoires humaines éclipsées par une hostilité renaissante.
Sur les chaînes de télévision et les réseaux sociaux, chaque camp façonnait un récit le présentant comme la véritable victime. Les présentateurs indiens insistaient sur le fait que New Delhi ne faisait que répondre à une attaque terroriste monstrueuse, soutenue par Islamabad. Les journalistes pakistanais affirmaient qu'il s'agissait d'une opération sous fausse bannière, orchestrée par l'Inde pour justifier une frappe expansionniste. Un climat de doute et de manipulation généralisée s'installa. Beaucoup espéraient en silence qu'au-delà de la rhétorique enflammée, une voie de négociation secrète puisse s'ouvrir, peut-être sous l'égide d'un tiers neutre. Mais avec une position américaine floue, des intérêts chinois potentiellement incendiaires et une Russie préoccupée par ses propres contraintes, aucun acteur international ne semblait en mesure de détourner l'Inde et le Pakistan du bord du gouffre. À l'approche de la mi-mai, il devenait de plus en plus évident que cette crise était plus profonde et plus imprévisible que les précédentes. Certains experts avertissaient qu'aucun des deux camps ne semblait désireux de faire marche arrière. Dans les conflits antérieurs, les dirigeants indiens ou pakistanais utilisaient une rhétorique musclée et quelques frappes limitées pendant quelques jours, avant de céder à la pression internationale en faveur d'une désescalade. Cette fois, la dynamique semblait différente. Le Pakistan se sentait acculé, surtout après la menace indienne sur le traité de l'eau, tandis que l'Inde estimait avoir le droit moral de réagir après le massacre du 22 avril. Chaque gouvernement subissait des pressions internes pour tenir bon et ne pas céder. Les commentateurs médiatiques des deux pays agitèrent le sabre, qualifiant toute proposition de compromis de trahison. De nombreux scénarios potentiels se profilaient à l'horizon. Le plus immédiat et le moins catastrophique serait un compromis permettant à chacun de sauver la face. Après avoir déclenché quelques actions militaires meurtrières, les deux pays pourraient, en coulisses, conclure un accord tacite pour arrêter les frappes. L'Inde pourrait affirmer qu'elle a donné une leçon au Pakistan sur le terrorisme transfrontalier, tandis que le Pakistan insisterait sur le fait qu'il a défendu son honneur en abattant des avions indiens. En quelques semaines, les routes commerciales pourraient rouvrir peu à peu, les diplomates de haut rang revenir, et les récits officiels pivoter vers un discours du type « Nous avons puni l'ennemi, mais la paix est rétablie ». Un schéma déjà observé par le passé. Cela permettrait un retour au calme, jusqu'à la prochaine infiltration ou tragédie. Un autre scénario serait un affrontement prolongé, sans paix officielle, mais sans invasion totale non plus. Cela signifierait probablement des échanges d'artillerie réguliers le long de la ligne de contrôle contestée, des attaques de drones sporadiques, des tentatives d'infiltration et des fermetures partielles de l'espace aérien. En résumé, un état de tension permanent, néfaste pour les économies des deux pays, mais peut-être plus acceptable pour leurs dirigeants que la guerre ouverte. Les civils du Cachemire paieraient le prix le plus lourd, vivant sous la menace constante des bombardements ou des incursions de militants. Mais le scénario le plus sombre, celui qui hante les observateurs du monde entier, est celui d'une escalade nucléaire rapide. Les analystes identifient un chemin plausible. Si la menace indienne sur le contrôle de l'eau devenait réalité, le Pakistan l'interpréterait comme une menace existentielle pour des millions de ses citoyens. Islamabad pourrait alors envisager une frappe nucléaire de faible puissance, dite tactique, contre les forces indiennes à la frontière. Certains dirigeants pakistanais pourraient croire qu'un tel geste obligerait l'Inde à reculer. Mais l'Inde, en particulier sous un gouvernement nationaliste, pourrait riposter massivement, déclenchant une tragédie inimaginable. Même si presque tous les stratèges sérieux jugent peu probable une guerre nucléaire, aucun esprit rationnel ne peut l'écarter totalement. Le cycle infernal de l'action et de la réaction peut annihiler toute retenue si la peur et la colère prennent le dessus chez les décideurs des deux camps.